Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et créatrice de l'outil ludique Les Génies Créatifs. Et j'ai eu envie d'inviter Patrick Lebert, qui est une de mes relations de plusieurs dizaines d'années, on va dire, parce que il a effectué une expérience avec les Génies Créatifs et je trouvais tout à fait intéressant de vous la transmettre. Bonjour Patrick. Bonjour Virginie. Je vais t'inviter à te présenter, ce sera plus facile, ce sera plus Hmm. efficace que si c'est moi qui le fais. Oh, bah, c'est pas très compliqué. Donc moi je suis philosophe et écrivain. Donc j'ai écrit cet ouvrage et puis j'ai une école de philosophie qui est l'école philosophique pythagoricienne. Voilà, et ça depuis 2012. Depuis 2012. OK. Et donc nous avions, tu m'avais demandé un atelier avec les génies créatifs en 2009. Et j'ai Oui, gardé mes notes quand même, hein, en très 2009. bien. Et je me souviens que cet atelier avait été très intense. Et donc, est-ce que tu voudrais nous en dire 2 mots? Alors, on avait cheminé sur la question: qu'est-ce qui peut nous aider à prendre une décision consensuelle au sein d'un groupe de réflexion? Déjà, la question m'avait interpellée, vous étiez 5 ou 6. Est-ce que tu voudrais nous parler de cet atelier, s'il te plaît? Oui, bah, écoute, c'est pas très compliqué. Le jeu venait de sortir pas très longtemps avant. Il n'était même Et pas encore dessiné, il n'était pas encore dessiné, c'était encore les petits cartons. oui, oui, c'est ça. Et donc, pour moi, il venait de sortir. Et puis, j'en connaissais son efficacité à l'échelle individuelle, mais je voulais la tester sur les groupes, à l'échelle collective, en fait. Parce que j'avais une intuition qu'il pouvait apporter beaucoup à l'échelle collective. Et ça s'est pas démenti. On a fait cet atelier, effectivement, avec 6 personnes, et puis toi, tu étais l'animatrice, hein, je me souviens. Mais il y a peut-être quelque chose que tu ignores, c'est qu'en fait, ça s'est fait dans un contexte où j'allais faire respectivement 2 semaines après, 2 semaines pleines relatives à cette question qui était posée. C'est-à-dire D'accord, que j'allais, en sortant de là, j'allais faire un stage sur la parole en consensus. C'est-à-dire comment, dans un groupe, avoir des décisions qui soient prises à l'unanimité du groupe, pas à la majorité, ah, je commence à comprendre mieux la question. la collégialité du groupe. C'est ça. Quelles sont les conditions? Donc j'allais en fait passer une semaine à Bugarache dans l'Aude pour le premier stage en France organisé par un Américain qui s'appelle Jack Reed et qui dirige Community Planet Foundation. C'est-à-dire, il fédère 400 à 500 communautés américaines quand même. Enfin, à l'époque, maintenant c'est peut-être plus encore, hein. Je lui souhaite. C'est l'auteur d'un livre, Un plan pour transformer la planète et les villages coopératifs, la prochaine évolution. Voilà, donc c'est l'auteur de cet ouvrage. On allait comme ça, un petit groupe de 7-8. J'allais passer une semaine de stage euh, dans le coût à peu près 600-700 euros, grosso modo, pour déterminer comment, avec une méthodologie en 8 points particuliers, assez mentale d'ailleurs, on pouvait finalement arriver à mettre au point des décisions sur, euh, en consensus, quoi, en groupe comme ça, avec l'unanimité des participants. Ça, c'est la première étape. Et quand je suis allé d'ailleurs faire ce stage, pour le rappeler, Jack Reed, au début, a émis un souhait. Il a dit, bon, la méthode, je l'utilise depuis des années, hein, donc c'était même des dizaines d'années, et là, maintenant, ça fait encore plus. Et il a dit, je souhaiterais arriver à trouver un jour quelque chose de ludique, quelque chose de plus simple que cette méthode que j'ai là. Et évidemment, moi, j'arrivais avec le, ce qu'on avait fait sur l'atelier des génies créatifs. Évidemment, je lui ai servi la méthode ludique, ce qui était intéressant quand même. Mmh. Ce qui était intéressant. Donc ça, c'est le premier élément du contexte, la parole en consensus. Et ensuite, je partais dans la foulée
avec un autre ami de ce stage-là. On allait à l'époque à Terre du Ciel, à Chardenoux, où s'organisait une fois par an, une semaine, j'ai déjà fait plusieurs fois ça, qui s'appelle Bâtir l'avenir, où ça réunit tout un tas de gens qui fonctionnent en communauté sur toute la planète, qui mettent en place des éco-villages, des écolieux, etc. Et donc, il y avait des participants qui venaient de tous les coins de la planète. Il y avait ceux qui venaient faire le bilan d'Auroville, il y avait les rabbis, il y avait, enfin bref, tous ceux qui mettaient en place, qui échafaudaient des projets et qui disaient, voilà, ça, on sait faire, ça, on y arrive bien, ça, on ne sait pas faire, etc. Bon. Et lors de ce stage d'une semaine, avec le participant avec lequel j'étais au stage en consensus, donc on était deux, on écoute à un moment donné la présentation de quelqu'un qui ne se présente presque plus maintenant, tellement il est mondialement connu. Il s'appelle Raja Gopal. C'est lui qui est fondateur de Ekta Parishad et qui est le vice-président de la Gandhi Peace Foundation. C'est quand même quelqu'un qui a eu le prix pour la paix en 2023, l'année dernière quand même, hein. Il Le prix fédère Nobel, 110 000 associations gandhiennes. 110 000. le prix Nobel de la paix. Bah, c'est pas le prix Nobel de la paix, c'est un prix pour la paix qui est déterminé par des gens qui sont au Japon, en fait. Ils ont défini, parce que le prix Nobel, les prix Nobel, c'est défini par des gens comme Nobel qui fabriquaient des explosifs et il y a souvent des conflits d'intérêts. Il ne s'agit pas de ça, en fait. Là, c'est un prix pour la paix qu'il a obtenu hein, l'année dernière. Toujours est-il, il était sous le chapiteau, on était plusieurs centaines de personnes, hein. Il faisait sa présentation, il faisait beau, moi j'étais plutôt dans l'herbe à l'écouter avec mon ami en question. Et puis Raja Gopal, c'est quelqu'un qui scanne les gens. C'est-à-dire qu'à la sortie de sa conférence, il passe, il vient me voir avec sa traductrice. Et moi j'étais dans l'herbe comme ça et j'avais écouté sa présentation. Mais c'est lui qui vient donc vers moi et puis il me dit, ben, écoutez, est-ce qu'on pourrait demain matin se voir au petit déjeuner? Moi je dis, il n'y a pas de souci. Donc le lendemain au petit déjeuner, j'ai échangé avec lui. Et il me pose là directement une question. Il dit, moi, écoutez, quand il y a des problèmes sur des paysans qui sont spoliés de leurs terres, on les met en route avec des marches, on fait des grands périples, des marches, etc., avec un grand mouvement qui est donc pour obtenir la paix, hein, obtenir gain de cause. Et il dit, mais voilà, le problème, c'est que quand on revient, avec la personne qui retrouve ses terres, il y a toujours un chien de la chienne qui reste avec l'administration, la police, l'armée, enfin, avec ces gens-là. Et en gros, il arrivait avec cette problématique était posée, il m'a dit, mais je ne sais pas comment m'en sortir en fait. Et intuitivement, il avait envie de me poser la question. Et je lui ai dit, mais vous m'auriez dit le contraire, vous m'auriez étonné. Je lui ai dit, vous savez, vous êtes vraiment le professionnel au niveau mondial de l'action juste. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez, vous, une culture, cette culture gandhienne de la paix, mettre en place des actions non violentes, comme ça, pour que les choses aboutissent, quoi, quelque part. Mais je vous ai dit, mais je dis d'une certaine façon, l'action juste ne peut s'appuyer que sur la parole juste. Et la parole juste, elle s'obtient quand on arrive à avoir la parole en consensus. Et je dis, je sors d'une semaine de stage avec Jack Reed. Donc là, c'était l'Inde qui rencontrait les États-Unis en France, quoi. J'ai dit sur ce sujet. Et j'ai dit, Jack Reed, au stage, il nous a dit une chose fondamentale, c'est que la parole en consensus ne peut fonctionner que si on a une pensée juste. Et je lui ai dit, vous savez, moi, je travaille que sur la pensée juste. Je lui ai dit, quand on sera prêt avec la pensée juste, la parole juste en consensus, on viendra vous trouver parce que ben, vous êtes pro sur l'action juste et nous, on n'a pas la culture en France. Donc voilà, de manière très, très schématique, en quelques phrases, ce que je viens de mettre en évidence, c'est que pour aborder cette question que les génies créatifs ont pu solutionner sur la parole juste, on va s'apercevoir d'une condition que le tirage de tarot qui a été fait des génies créatifs donne en fait les conditions de la pensée juste.
C'est intéressant. C'est intéressant. Et voilà, les quelques cartes qui ont été sélectionnées, et ça brille un peu, c'est pas tellement évident. Il y a le lutin du tempo, il y avait le lieu à l'ombre du hêtre, C'est ça. il y avait le boulet attaché à la cheville, donc voilà, des notions très Ça, c'est simples. l'obstacle. Oui, Voilà, la devise, un problème, je pars à la conquête des solutions. Et puis la chanson, je chante de Charles Trenet. Et donc voilà, à partir de ces quelques symboles, un atelier qui a duré 2 heures et demie, vous êtes arrivé à une quantité d'informations à explorer, à exploiter pour pouvoir résoudre votre question. Et je me souviens, comparativement aux autres ateliers génie créatif, avec vous, on était très concentrés. On entendait les mouches qui volaient. D'habitude, ça rigole un peu, hein. Et là, c'était très concentré, c'était très sérieux, c'était très en profondeur. Et je me souviens que vous aviez fait de très belles découvertes. Vraiment. Alors, oui, oui. Alors, sérieux, peut-être pas, mais en tout cas centré, et c'est vrai, et ancré, parce qu'en fait, il y avait donc, c'était pas n'importe qui, des personnes, c'était des personnes qui ont atteint leur souveraineté, qui est la condition de la pensée juste. Alors, je précise qu'en étant philosophe depuis toutes ces années, je me borne simplement à amener à ce que les êtres deviennent souverains et à toucher leur souveraineté. Donc, c'était un échantillonnage de personnes qui étaient donc pas n'importe lesquelles, qui faisaient chacun ou chacune le tirage d'une carte répondant à la question. c'est Après, ça. on méditait sur ce qui était sorti de chacune de ces cartes, tous ensemble, et on a fait un petit conte très simple, en 2 pages, qui résume finalement la méthode pour aborder la parole en consensus. Hmm. Tu veux Et qui nous dire? résume finalement la semaine de stage que j'ai passée après avec Jack Reed, quoi. Qui la résume à l'avance presque, puisque j'ai fait ça, on a fait ça avant. Donc, tu fais les découvertes avant et tu vas suivre le stage après. C'est dingue. Oui, parce que quelque part, le stage, il a corrélé ce qui avait été trouvé et il en a surtout indiqué la grande facilité, la grande simplicité qui fait qu'on peut utiliser que le jeu de cartes avec des êtres souverains et ça suffit en fait. D'accord. Donc là, le gain, il est immense. Je ne saurais même pas te chiffrer le gain parce que sur la parole en consensus, il y a des groupes dans des communautés ou des éco-villages, écolieux, ils sont encore en train de se chamailler, de se battre pour trouver les solutions. Ils perdent un gain de temps et d'énergie fabuleux. Alors que là, un atelier de quoi? De 2 heures Deux et heures et demie. demie. deux Oui, heures et demie, en gros, hein, grand maximum, et qui a obtenu ce compte que je peux lire et dans lequel il y a les conditions qui sont dedans. Donc voilà comment c'est. Pour moi, ça a été fort. Et effectivement, depuis que j'ai continué à faire école avec mes élèves dans l'école pythagoricienne, je suggère toujours d'utiliser ton jeu pour ça parce qu'il est très adapté au groupe, c'est ça. très adapté au collectif. Ça n'empêche pas qu'il le soit en individuel, mais il y a des choix d'autres jeux qui existent en individuel, mais qui ne sont pas adaptés au groupe. Collectif. Donc D'accord. ça, c'est important que ça soit dit aussi, Mm. parce que ça en fait un outil unique. Je n'ai pas trouvé d'équivalent encore, hein, pour info. Hein. C'est un outil Depuis 2009, hein, depuis 2009. je n'ai pas trouvé d'équivalent. J'aurais pu, hein, je veux dire, j'en connais d'autres des jeux. Mm. Oui, tu es bien ouvert dans ce domaine-là, toi. Oui, ça va. Alors, tu veux nous lire le conte? Exactement. Donc, comme on était un petit peu une bande de petits Gaulois ici réunis, donc à l'époque où j'habitais en Touraine, justement à côté de chez toi, eh ben, ce conte de magie ordinaire, je vais vous le lire maintenant et vous allez mieux comprendre. Donc, l'histoire du petit village et de la communauté, en fait. Hein. Il était une fois Bras Raccourcix, le chef du village gaulois de la forêt de Brocéliande. Alors ça, c'est un petit clin d'œil avec mon grand-père qui était garde forestier de cette forêt-là. Donc, aux prises avec un problème qui divisait sans cesse sa tribu. Quand le village se réunissait sous le hêtre à Pontus, ça c'est la première carte des génies créatifs, pour prendre une décision collégiale, ça se finissait sans cesse en bagarre. Elle est là, la perte d'énergie. Hein.
Soit il y en avait un qui invectivait et jugeait les autres, et ça dégénérait en bagarre. Soit il y en avait un qui restait figé sur ses positions du fait de ses peurs, et comme rien ne pouvait bouger, ça dégénérait encore en bagarre. Soit il y en avait un qui entamait un débat intellectuel sans fin pour justifier son système de pensée, puis les autres répondaient de la même façon avec le leur comme pour avoir le dernier mot, et puis ça dégénérait encore et toujours en bagarre. Pour Abracurcix, c'est comme si le ciel lui tombait sur la tête. Finalement, il décide de partir à la conquête des solutions et d'aller trouver le sage druide Panoramix. Donc, partir à la conquête des solutions, c'était une autre carte. Dis-moi, au druide, qu'est-ce qui peut nous aider à prendre une décision consensuelle au sein d'un groupe de réflexion? Ça, c'est la question posée. Le druide ferma les yeux, inspira et expira longuement, comme pour se centrer, et répondit: quel est ton problème, mon grand chef? Quand on se réunit, chacun reste avec ses propres croyances, son ego, ses problèmes non dépassés, ses anciens schémas ou ses vieilles habitudes. Du coup, comme personne ne lâche prise au niveau mental, ça finit toujours mal et on n'arrive jamais à prendre une décision commune. Tu vois, tu voudrais que chacun puisse se libérer de son boulet attaché à la cheville. Ça, c'est l'obstacle. Pour accepter l'autre dans sa différence et trouver une solution collective dans l'intérêt du groupe. Oui, c'est ça. Le druide rentra alors dans un long silence méditatif, les yeux clos. Puis il les rouvrit et dit: utilisons la magie des deux cerveaux. C'est quoi la magie des deux cerveaux? On dispose sous notre crâne de deux cerveaux reliés entre eux, le cerveau droit et le cerveau gauche. Le cerveau droit est relié à notre conscience supérieure et au tout. Le cerveau gauche est relié au bagage individuel de l'être utile pour sa vie. Or ici, c'est le cerveau gauche qui est emboulé dans une prise de décision collective. Dans ton cas, c'est tout simple. Il convient juste de mettre les cerveaux gauches de chacun au service de la conscience supérieure, du créateur et du tout. Car c'est le cerveau gauche de la créature, quand il est coupé du tout, qui a peur, qui a ses systèmes de croyances, qui critique, qui juge, qui contrôle, qui suspecte, qui cherche à dominer. Il va donc te falloir le faire réduire comme par magie, ce cerveau gauche. Comment ça, par magie? En demandant au préalable à chacun de se relier à la conscience du collectif. Comme si chacun reliait son cerveau droit au tout pour offrir le fruit de son cerveau gauche au collectif. Ensuite, c'est comme si le collectif allait décider à la place de chacun. Pour faire ça, il est nécessaire de 1. Se centrer sur la partie la plus élevée de soi-même pour faire abstraction de son ego. C'est pour ça qu'il faut des êtres souverains dans le tirage. D'adopter une respiration ample et tranquille propice au flux libre de la pensée. De reconnaître profondément que tous les frères et sœurs présents pour cette prise de décision consensuelle sont un miroir de soi et à leur juste place. À ce moment-là, il suffit de prendre successivement les mains de chacun avec délicatesse, de regarder l'autre dans les yeux avec profondeur et amour, de lui sourire et de lui dire avec infinie douceur: je me reconnais en toi et je t'aime. Et est-ce que ça va suffire de faire ça? Non, mais ça prépare l'autre. Ça fait jaillir des émotions, des sentiments profonds qui vont ouvrir le cœur, déconnecter le cerveau gauche du mental ordinaire et générer la transcendance sacrée reliant le cerveau droit à la conscience individuelle, puis à la conscience supérieure collective. Cependant, tu as raison, ça ne suffit pas. Il est ensuite bon de se comporter comme la mère divine qui accueille tous ses enfants en faisant un gros câlin aimant. Carte du jeu des génies créatifs. Ouais. Je n'ai pas sorti la carte. Veille cependant, ce câlin, à soigner particulièrement ton ancrage en terre et avoir une respiration énergétique libératrice pour faire fondre les carapaces et les manteaux de chacun.
parce que ça fait fondre quelque chose, hein, donc, qui est là, qui est en trop. Dépose un baume d'amour sur le cœur de tes frères et de tes sœurs. Aime, aime-toi, aime ta guidance céleste, aime-les, aime leur force céleste qui les accompagne. Voilà, le gros câlin. Aime encore plus et mieux que toi-même. Encore plus et mieux que toi-même. Et ensuite, le groupe devra déterminer un médiateur au grand cœur, compétent et volontaire, éventuellement désigné par Toutatis, s'il y en a plusieurs, afin d'animer, fédérer, ajuster, harmoniser, faire du lien et rythmer les échanges avec le même professionnalisme qu'un chef d'orchestre qui bat la mesure. Carte du jeu pour chacun de ses musiciens. Ce chef d'orchestre enthousiaste aura impérativement à être relié à ce collectif sacré pour sentir le rythme parfait de cette symphonie d'instruments et bâtir le chef-d'œuvre collectif à partir de la sagesse de son cœur et de la diversité des individualités de chacun. Le chef d'orchestre demandera à chaque frère et sœur de se relier à l'âme du collectif par le biais de la connexion du cerveau droit afin de méditer sur la décision à prendre. Dès que chacun atteindra son propre bien-être méditatif individuel, c'est-à-dire un confort intérieur dans cette compagnie du collectif, donc ça, autre carte du jeu, bien-être, confort et compagnie. Voilà, alors ça, c'est une carte qui n'existe plus, parce qu'à l'époque, c'était encore les cartes que j'avais écrites et Oui. j'ai dû limiter la quantité Nous, on a tiré celle-là et elle nous correspondait. Voilà. Un confort qui fait couler le flux libre de la pensée collective. Alors, l'assemblée des cerveaux droits, connectés à chaque cerveau gauche individuel, pourra s'unifier et fusionner. La véritable magie, c'est que chacun garde son cerveau gauche relié par un fil à cette conscience collective, véritable somme des individualités de chacun. Voilà quel a été le tirage et le compte finalement qui est associé. C'est associé. Et ce conte, vous l'avez écrit tous ensemble ou bien c'est toi qui l'as fait de ton côté? Alors on l'a fait ensemble à un moment donné. On avait fait chacun des versions, mais ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a déterminé c'est le chef d'orchestre, et en l'occurrence c'était moi à l'époque chef d'orchestre qui l'ai fait, mais on a déterminé l'ensemble des mots qui allaient autour de cet auréolaire, donc on a défini de cette façon. Voilà, ben, j'ai fait le tour un petit peu de ce qui a été finalement cette méthode. Ça veut dire que c'est une méthode ludique, simple, qui permet que finalement, quand chaque individualité est déjà souveraine, hein, parce que c'est le prérequis, se relie finalement à la conscience du tout, parce qu'on a un cerveau droit qui nous permet de nous relier les uns aux autres, on va chercher dans le cerveau gauche de son voisin ou de sa voisine des éléments de solution, de la même façon qu'en communication facilitée, psychophanie ou communication profonde accompagnée, en prenant la main, par exemple, d'une personne handicapée, ainsi de suite, ça tape des mots sur un clavier. J'ai pratiqué cette méthode aussi. La personne te dit, même si elle ne parle pas, elle te dit, je pioche mes mots dans ta tête. Je pioche mes mots dans ta tête. C'est-à-dire que à partir même d'un cerveau gauche qui peut être détruit pour certains, par l'embranchement cerveau droit, ils vont chercher dans le cerveau gauche et disent, oh là là, il y a des trucs intéressants dans ton cerveau là. C'est assez unique quand même. Ouais, c'est assez impressionnant, la psychophanie. C'est vraiment impressionnant. Et donc, comme je suis utilisateur de ces différentes méthodes, hein, ou d'autres méthodes télépathiques, quand j'ai eu à aider sur un de mes ouvrages des personnes en coma longue durée à revenir à la conscience, on est bien obligé de fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner vu que la personne, elle ne peut pas te parler. Hein. C'est évident. Sauf que, bon, ben là, il n'y a pas besoin du tirage en collectif quand on est avec une personne en individuel, parce que là, on va écouter la connexion intérieure. Mais quand on est en collectif, l'avantage, c'est que ça déconnecte de tous les aspects de ces pensées égotiques qu'on pourrait avoir sur les éléments de solution pour laisser descendre la meilleure solution, la plus adaptée au moment juste où le groupe est réuni. C'est ça, c'est ça. Et c'est tellement ludique, tellement simple,
Ouais. que, bien sûr, ce petit centrage, comme tu as appelé sérieux tout à l'heure, qui est nécessaire, permet qu'après, on aille s'amuser et fêter ça. Il y en a, ils s'amusaient chez Panoramix, c'est dingue. Oui, à défaut des bagarres avec Ouais, ouais. ouais, les Les bagarres du bagarres, village. les bagarres, c'est pas ça. Mais Les ça, bagarres, c'est aussi très contextuel puisque bon, vu ma date anniversaire, c'est chaque année que sort à ma date anniversaire les livres d'Astérix et d'Obélix. Donc c'est vrai que je suis un peu marqué entre Brocéliande, quand il y avait l'ombre du lettre à Pontus sur ta carte, ça semblait presque trivial de partir sur ce contexte de groupe justement, de petits villages gaulois, quoi. mais en Voilà, même temps, qui a envie de fonctionner de façon plus harmonieuse. c'est ça. Et c'est harmonieux parce que la solution qui descend est acceptée par tous, parce que tout le monde dit, ah ben oui, finalement, celle-là, elle est bien. Ouais. Et oui, il peut y avoir plusieurs solutions. Elles sont différentes, mais les uns vont aller choisir l'une, les autres vont choisir l'autre et tout le monde y trouve son compte, tout le monde y trouve son inspiration et La difficulté, c'est ça, c'est qu'avec la méthode de Jack Reed, qui réunit ces groupes, tu as toujours dans tous les groupes quelqu'un qui va parler plus qu'un autre et un autre qui va rester en retrait. Or, la clé pour une décision consensuelle, elle est souvent dans la personne qui ne parle pas. mmh, La solution, elle est chez la personne qui ne parle pas, qu'il mmh, faut arriver à faire parler quelque part par là, avec la méthode que déploie Jack Reed. Mais c'est long et puis ça reste mental et ça reste un peu fastidieux quelque part. mmh, Ça prend du temps, hein, c'est ça prend du vraiment. temps. Alors que là, le tirage, Mmh. Le temps d'un jeu, le temps d'un jeu, le temps d'un jeu. le temps d'un Et jeu. après tout, comme sur Terre, nous sommes venus pour jouer, certains en Ouais. doutent encore, hein, mais comme nous sommes venus pour jouer, Moi, je le m'y jeu des attache génies de plus en créatifs, moi, je le trouve très adapté, donc j'en fais la promotion depuis ce temps-là. mmh et souvent, ce que je rencontre comme difficulté, c'est que les gens disent: «Mais enfin, je vais pas jouer avec des fées, des lutins, tu as vu quel âge j'ai?» Alors ce sont des êtres matures, on va dire, bah, qui ont plutôt mon âge ou le tien que des petits jeunes et ils disent: «Mais enfin, c'est pas sérieux, comment tu veux qu'on aille s'amuser à jouer avec ça? Ça tient pas debout». Est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose? Ah oui, quelque chose de très simple. Pour atteindre sa souveraineté, il y a une quintessence à trouver et à franchir. À gravir. Oui, le point d'entrée, c'est le petit enfant intérieur. Si tu n'as pas le petit enfant intérieur, tu vas nulle part. C'est ça et effectivement, les génies Donc, ça veut dire que si la personne est trop dans son sérieux, le sérieux tue la vie, hein, mmh, eh ben, ça ne marche pas. c'est ça Donc et la donc souveraineté, ça passe tout le temps par un petit enfant. Et le petit enfant intérieur, je peux t'assurer, il connaît tous les plans de conscience, il peut aller vraiment dépasser le plan de l'âme et aller toucher son créateur, cette partie divine en chaque être. c'est ça, Ça, je le valide sur plusieurs milliers de personnes, sur plus de 23 ans d'accompagnement. Hein, c'est pas 5 minutes. Hein. d'accord, d'accord. Merci, merci pour ce témoignage. Je pense Et avoir répondu là, du coup. oui, tu as répondu. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous partager? Bah, simplement, moi, je souhaiterais que ce jeu soit plus connu sous cet angle-là, justement, collectif, pour donner un autre éclairage puissant. Bon, je le fais aujourd'hui en témoignant à ma façon, puisque pour moi, non seulement rien n'a changé, mais comme je forme des êtres à être souverains, à s'organiser pour créer des collectifs, collectifs de villages, collectifs de pays hein, aussi, quand on veut parler de souveraineté d'un pays, c'est évident qu'on ne peut pas en parler si les êtres ne sont pas individuellement souverains, si Mmh, on n'a pas un échantillon sur soi, quoi. mmh, mmh, Et donc, on ne peut fonctionner dans ces groupes-là qu'avec des êtres qui sont reliés aux lois de la nature, c'est-à-dire à physis hein, chez les Grecs, c'est-à-dire ce premier grade de la communauté pythagoricienne des initiés, c'est un grade d'apprenti en sagesse, quelque part, qui nous relie aux lois de l'univers, qui sont communes à tous. Quand tu es relié à ces lois qui sont communes à tous, forcément, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a qu'une. mmh, mmh, mmh. Ça s'appelle trouver l'axe des vérités absolues. Dans la vie, il y a des vérités relatives et des vérités absolues.
On peut le montrer par un simple jeu que j'ai ici, c'est-à-dire que c'est une information, quand elle tourne sur elle-même, on appelle ça une onde scalaire. Et elle a le bon goût, cette onde scalaire, quand on prend cette bobine de spire métallique qui est ici, qui tourne de manière infinie en une seule bobine, ça a le bon goût de se déployer de la façon suivante, que tout le monde peut voir à l'écran. Donc, ça fait un vortex qui descend ici et qui tourne qui tourne à droite, hein, quand vu de dessus, voilà, et qui descend à une vitesse qui est connue, qui est la vitesse de la lumière. Donc, un photon de lumière, c'est un porteur d'information et qui porte des vérités qui sont des vérités absolues. Elles ont le bon goût, celles-là, ces vérités absolues, quand elles rentrent dans le corps, elles rentrent et elles sortent, parce qu'elles sont connues. Un peu comme quand tu as appris à faire du vélo, c'est connu, ça rentre, ça sort, et après tu passes ça sur ton cerveau massivement parallèle qui fait 36 choses à la fois, et tu regardes le paysage, hein, tu t'occupes plus de la manière de faire du vélo. Ouais. Tant que c'est pas ça, eh bien on a un vortex qui secoue aussi, et je vais le montrer à l'écran, qui lui tourne dans l'autre sens. Il n'y a que deux sens hein, au vortex, et c'est tout. Hein. Et là, il tourne à gauche, là. Je vais tout doucement, il tourne à gauche. Voilà. Et donc, celui-là, ce sont des vérités relatives. Et les vérités relatives, qu'on appelle aussi lumière, mais c'est une lumière luciférienne dans notre tradition chrétienne, celle-là a le bon goût de se piéger dans la matière, dans notre corps, jusqu'à temps qu'on la comprenne, jusqu'à temps qu'on débroussaille le truc, quoi. Donc, dans la vie, il existe des vérités absolues et des vérités relatives. Et quand on est relié par la verticale comme ça à sa conscience supérieure, à des vérités qui sont absolues, je te disais, à ce moment-là, on n'est plus sur celle-là qui tourne dans notre ego, qui tourne dans notre et qui nous pollue la vie. Si on débranche cette partie-là, d'une certaine façon, avec le jeu des génies créatifs, on se retrouve plus qu'avec ces vortex-là et on a les solutions qui descendent de nos créateurs. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que si sur Terre, toi, tu as cette solution-là, mais qu'on t'impose une solution, il se passe ça. L'un va se piéger dans l'autre. Et tout s'encrasse. Et ça, ça crée quelque chose qui n'est plus luciférien, mais qui devient satanique. Alors que si deux personnes sont sur des vérités qui sont relatives, je prends deux qui sont vérités relatives, aucune chance que ça s'interpénètre et les gens se battent en duel, chacun sur leur vérité, sur leur ego, et ainsi de suite, et ça en finit jamais. Donc voilà de manière ludique avec ici ce jeu hein, qui s'appelle le jeu Intorus ou le Flippy Flux anciennement, un jeu qui a été mis en place par une Espagnole. Voilà comment on peut expliquer comment on va fonctionner, par exemple dans un groupe, pour avoir une parole en consensus, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas avec des vérités relatives, mais avec des lois communes à tout le monde, tout simplement. Et du coup, grâce à cette façon de faire, on obtient les solutions nourrissantes pour tout le monde. Exact. Et puis tellement ludique, tellement simple. C'est ça. C'est ça. Voilà. En fait, on a quand même tendance à se compliquer la vie, alors que par des moyens simples, on arrive à des résultats magnifiques. Oui, c'est pour ça que la méthode de souveraineté que j'utilise depuis 23 ans et que je suis pour l'instant le seul, mais avec mes élèves, à développer au moins à l'échelle européenne, c'est quelque chose qui est tout simple. Il s'agit de se débarrasser de tous ces anciens manteaux C'est qui ça, tournent dans le mauvais sens. c'est ça. Et au travers d'une œuvre corporelle, par le souffle de l'Esprit Saint, par l'énergie d'amour, cette énergie-là traverse mon corps et part en terre. Et quand elle part en terre, à la fin, il ne reste plus que celle-là. L'être est dépouillé de ses anciens manteaux, comme dit l'évangile de Thomas. Le premier de tous les évangiles, écrit entre 19 et 36 après Jésus-Christ. Quand il parle de circoncision en esprit, il ne parle pas du tout de circoncision, puisque les Nazoréens autour de Jean-Baptiste étaient tous sauf juifs ou hébreux. C'était des gens qui poursuivaient l'école pythagoricienne, donc on va dire un néo-pythagorisme quelques siècles plus tard, et qui mettaient en évidence ce phénomène-là de vérité donc relative et de vérité absolue, et qui disait quelque part, il faut se débarrasser de celle-là, des vérités relatives, pour ne garder que celle-là. Or, en l'occurrence, moi, quand ça part en terre, les amis l'entendent, puisque ça claque dans mes pieds, ça fait du bruit, et puis ça s'en va, ça part. C'est tout ça. Par l'énergie d'amour, il n'y a pas plus. C'est ça. Il n'y a pas plus à employer. C'est ça. Et là aussi, c'est très simple. J'ai toujours cherché des solutions très simples. C'est ça. Certainement, parce que j'avais dû faire, j'ai fait des études avec mes 2 diplômes d'ingénieur et de physicien, ça a dû compter pour que je dise non, non,
Il faut que le truc soit facile à faire pour une personne handicapée qui n'a pas fait d'études. Il faut que ça soit valable pour cette personne-là, pas pour ceux qui ont fait bac+12 comme moi ou comme d'autres, hein. C'est pas la peine. OK. Est-ce que tu voudrais nous montrer tes livres? Oui, ben, sans problème. Alors, ben, c'est une longue aventure, hein, donc, le premier livre, c'est un livre sur l'eau, l'eau matrice de la vie, miroir de la conscience. C'est un livre sur la physique de l'eau, aux éditions L'Harmattan. Parce qu'en fait, sur la physique de l'eau, il n'y avait pas grand monde qui avait abordé des choses sur la physique de l'eau. Donc, Dan Dinglu, qui a mis en place les mémoires de l'eau bien avant que Ben Veniste prenne ce procédé à Claudine Lu quand elle travaillait chez Boiron, donc ils l'ont mis en 74. C'est lui qui préface l'ouvrage, un ouvrage qui m'a demandé 12 ans de travail. Ça, c'est le premier. C'est un ouvrage scientifique avec un compte à la fin, un tout point parallèle à la partie scientifique, pour les gens qui ne sont pas scientifiques, mais il le fallait parce que bon, moi, je sortais d'un milieu scientifique, je voulais le faire tout de suite en sortant. Le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage témoignage sur des personnes en coma longue durée que j'ai aidé à revenir à la conscience. Il s'appelle Le fil de la vie, aux éditions L'Harmattan, toujours. Donc, c'est la médecin homéopathe acupunctrice urgentiste qui m'a supervisé pendant tout ce travail, qui préface l'ouvrage sous un pseudo. C'est un livre facile à lire parce que là, il suffit juste d'un paquet de mouchoirs parce que c'est quand même fort sur des personnes qui ont été pendant plus de 3 ans et demi dans le coma à longue durée, hein, pour voir quelle est la méthode qu'on peut employer pour les aider à sortir du coma. C'est un des temps que j'enseigne dans l'école philosophique pythagoricienne, puisqu'on aide sur la naissance. Je forme des sages-femmes hein, aussi sur la naissance naturelle et sur des compétences que les sages-femmes n'ont pas ou n'ont jamais eues. Je forme sur la sortie du coma, le décès aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté et accompagner, et sur les personnes qui cherchent le sens de la vie et de leur vie. Donc, ça m'a amené après à développer, après le fil de la vie qui m'a demandé 6 ans de travail, celui-là, Objectif Bien-être, qui m'a demandé 15 ans de travail. Objectif Bien-être, c'est un projet de civilisation sur le bien-être. Il est préfacé par Philippe Desbrosses, qui a mis en place, entre autres, le label Agriculture Bio en France, et postfacé par Jean-Marie Pelt. Il m'a demandé donc 15 ans de travail. Il m'a amené aux législatives en 2007, cet ouvrage, en Indre-et-Loire, justement, quand on était ensemble. Donc ça, c'est sur un projet sur le bien-être. Ensuite, sur l'activité de philosophe passeur d'âme, aux éditions, donc chez Très Daniel, aux éditions Exergue, c'est l'ouvrage Passeur d'âme, lors d'un choix. Et donc celui-là, il est postfacé par Erwin Laszlo, le président du club de Budapest, qui a été nominé 2 fois au prix Nobel de la paix, donc là au Nobel de la paix ce coup-ci, et qui a écrit, lui, plus de 80 ouvrages. Et c'est lui qui m'a fait l'honneur de mettre ce commentaire en fin d'ouvrage. Ensuite, j'ai fait un ouvrage qui m'a demandé, après Pasteur d'âme, c'était quand même 12 ans de travail aussi, un ouvrage qui m'a demandé 18 ans et demi de travail, qui est en 2 volumes. C'est La Bonne Nouvelle, volume 1 et volume 2. Voilà. Volume 1 et volume 2, c'est un 900 pages, qui est équivalent de 18 livres en 2 livres. Donc ça va, heureusement. Il fait le bilan de toutes les 11 traditions de la planète, hémisphère sud, hémisphère nord. Et là, il y a 7 textes sacrés commentés, dont l'évangile de Thomas, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est un travail d'herméneutique, c'est-à-dire l'art de rectifier les mythes. Et jusqu'à présent, il faut savoir que pour rectifier les mythes, on n'avait que 2 outils. On avait l'outil théologique et ensuite l'outil archéologique et historique, qui se sont mis en confrontation. Hein, par exemple, les personnages, Israël Finkelstein, directeur de l'Institut d'archéologie à Tel Aviv, nous dit les personnages d'Abraham à Moïse n'ont jamais existé. Hein, au niveau historique, archéologique, on n'a pas de traces. Donc évidemment, c'est frontal avec les rabbins. Donc j'ai amené une autre dimension pour réconcilier tout ça, qui est la dimension ethnologique, à partir de 2 choses. Le premier, c'est quand tu fais un métier donné et que tu as quelqu'un qui fait ce métier-là, tu peux dire, comme charpentier par exemple, regarde, il fait de la charpente, on fait comme ça, on s'y prend comme ça, et on peut même améliorer. Et donc ça, c'est ce que j'ai fait, puisque je prolonge à la fois le début de la tradition abrahamique, de l'école pythagoricienne et de l'école nazoréenne autour de Jean-Baptiste. Donc je suis capable de prendre des techniques qu'ils avaient à l'époque et de dire, regardez, on fait pareil aujourd'hui, on a même amélioré. Et puis, j'ai un deuxième angle ethnologique beaucoup plus fort, c'est que par les lois du hasard qui n'en sont pas, j'ai 139 personnes qui sont venues me trouver en séance pour me raconter non pas des archétypes, mais des récits précis
d'avoir participé à la création de ces traditions de la planète. 139. Hein. Et donc, quand sur la tradition hébraïque dont je parlais, j'ai 26 personnes qui ne se connaissent pas, qui m'ont ramené des choses très précises, chacun joue un personnage différent, et que ça colle avec l'histoire, l'archéologie, la théologie, j'ai dit, on met dedans. Ça fait un récit qui est complet, cohérent, et qui fait un travail d'herméneutique. Bon, et en plus, j'ai la chance d'avoir eu les principaux protagonistes qui sont aujourd'hui réincarnés. Ça, c'est pour la cerise sur le gâteau. Et ils sont français, ce qui tombe bien dans cette période de révélation ou d'apocalypse. Ça, c'était l'ouvrage 5 et 6. Et le 7, c'était, lui, plus facile à écrire, puisque c'est le témoignage de mon chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui s'appelle Merlin sur le chemin de Compostelle. Donc avec ce pèlerin que tu vois là, et parce que c'est une manière de cheminer dans la vie que j'ai traduite. C'est aussi une partie où là je me dévoile personnellement sur mon propre parcours de vie, puisque les autres sont plus techniques. Et voilà, et donc sorti dans la même maison d'édition que La Bonne Nouvelle, dans une sous-maison d'édition qui s'appelle Just Fiction, alors que La Bonne Nouvelle était sortie aux éditions Croix du Salut. Donc j'en ai fait 7, il y en a un 8e qui est fait pour mes élèves, évidemment, que je ne vais pas sortir à l'extérieur, parce qu'il est beaucoup trop remuant si je le sortis à l'extérieur. Et puis j'en ai donc un 9e, celui-là je pense qu'il sortira, qui est un ouvrage que je fais avec un collectif de femmes et d'hommes aussi, qui sont impliqués sur le féminin sacré. Puisque ça fait des années que je me suis spécialisé dans l'aide au féminin sacré, puisqu'on a 25 massacres au féminin aujourd'hui, 5 aux 5 âges de la vie, et pas grand monde qui sait les résoudre les 25, à part nous, et rapidement. Voilà. Eh bien, écoute, Aventure. bravo pour la somme de recherche que ça représente, tout ce que tu as écrit. Et moi qui ai écrit 2 livres, quand je vois le travail que ça demande, et toi avec tes 7 livres, bon, bah, écoute, je te tire mon chapeau. Merci. Bah, j'ai une puissance de travail que j'utilise en dehors, effectivement. J'ai des grandes journées, donc et puis c'est la longue route, tu as vu, c'est des livres, 18 ans et demi de travail, etc. C'est ça, C'est pas toi la queue leu, évidemment, c'est parce ça. que sinon je serais beaucoup plus âgé que ça. Ouais, tu es encore jeune, hein, quand on voit la richesse du parcours que tu as, je trouve que malgré tout, tu restes encore jeune. Mais c'est vrai, j'imagine bien que tes journées, elles sont bien remplies. Je me lève tous les matins vers 3-4 heures du matin depuis plus de 25 ans, quelque chose comme ça. C'est ça, Donc, j'ai oui, des hygiènes de vie. Oui. une hygiène de vie Mais importante. j'ai le temps de les pratiquer aussi. Hein, donc, j'ai à la fois le temps de pratiquer les hygiènes de vie, de faire une activité centrale et puis de faire ces ouvrages, par exemple, dans mes temps libres, on va dire. Plus la vie de famille, évidemment, Mmh. puisque j'ai quand même 4 enfants et 5 petits-enfants. Combien de petits-enfants? 5 jusque-là, il y a un ou une 6e qui arrive au mois de mai. Voilà. Bon, ben, Et 4 enfants. OK, OK. La dernière a 2 ans, hein, de mes enfants. La dernière de tes enfants a 2 ans? Oui, c'est ça. OK, tu vois que tu es jeune. Eh ben oui, c'est une occasion d'être toujours à 4 pattes et de jouer, Voilà, sur le tapis voilà, et d'être un enfant. et Ce que d'être j'ai un pas perdu, hein, ça c'est sûr. non, 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 non. OK, un immense merci Patrick pour Merci le à toi, hein. Merci pour toi parce que c'est ce jeu que vous avez mis en place toutes les deux avec au départ. Monique. Parce que ben, Monique, elle est aussi dans le jeu. Moi, je la sens dans Ouais. la reliance. Elle est Donc, souvent avec les moi. deux, pour moi, c'est ça. Mais c'est toi aussi qui le véhicule en bas. Donc, Ouais, ouais. chacun son rôle. Ouais, chacun son rôle, chacun sur son terrain, et ouais, ouais, mais c'est vrai qu'elle est souvent avec moi. Elle est souvent C'est avec ça. moi. OK. Un grand merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de réussite.